bonsoir tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de voir vraiment, je suis heureux pour Sabrina, je suis heureux pour tous les gens qui sont ici présents, que cette salle soit quasiment pleine, qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ça, qui se demandent qu'est-ce que c'est que ces troubles, qu'est-ce qu'on peut faire. On ne peut pas laisser ça comme ça, effectivement. Venir s'informer, venir discuter ensemble de ce qu'on peut faire. Et je vous remercie de votre présence. Je suis, voilà, donc je m'appelle Dimitri Jacques et je suis thérapeute, j'exerce en thérapie psychocorporelle et en accompagnement micronutrition. J'ai un cabinet à Orléans. Je suis moi-même ancien patient, j'ai pas été anorexique, je suis un ancien boulimique hyperphage. Donc on n'est pas bien du tout dans notre peau, dans notre corps, dans notre tête. Par contre, comme il n'y a pas de conduite compensatoire, évidemment, on prend du poids, donc ça se voit. Mais je vous assure que l'envie de finir avec l'existence, elle était bien là également, et cette sensibilité à fleur de peau, elle était là également. Même si, chez les mecs, ça ne se montre pas forcément pareil. C'est bien connu, les mecs, nous, on est super forts, hein, on a des muscles, en tout cas, on peut faire semblant d'en avoir, et on ne pleure pas, on ne montre pas ses forces. Sauf que c'est faiblesse. Sauf que le jour où on n'y arrive plus, le risque suicidaire, il est là, il est important, et je suis passé à 2 doigts de ça, à plusieurs reprises. Donc avec une relation malsaine à, bon, c'est plus de la nourriture, on va dire à la bouffe à ce moment-là. Bon, aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre, je suis heureux d'accompagner des gens qui sont en souffrance. J'ai rencontré, j'ai discuté pendant plusieurs années des anorexiques également. J'ai rendu mon mémoire de psychologie sur l'anorexie mentale et j'ai étudié l'anorexie mentale de très près. Pour ce peut paraître curieux, puisque j'ai été explorer en fait l'autre versant, l'autre pôle de ce que j'ai vécu. Bon, tous ceux qui font de la psychologie ici, qui connaissent un peu Jung, savent qu'il y a toujours une polarité plus et moins dans toute chose de l'esprit. Donc j'ai écrit un livre sur l'anorexie. Je vais vous parler, je vais essayer de ne pas parler trop longuement aujourd'hui. Je vais vous parler de l'anorexie. L'anorexie mentale, bon, vous la connaissez tous, je pense. Vous avez compris que l'anorexie, on ne mange pas. Donc c'est pas vraiment uniquement de l'anorexie dont je vais vous parler, mais plutôt de ce qui se passe derrière le rideau des apparences, quand on soulève un petit peu, on voit ce qu'il y a derrière. L'anorexie, dans l'absolu, ça veut dire perte d'appétit. Anorexie tout court. Hein. Ça peut être un symptôme conséquent à certaines autres maladies. Donc là, c'est pas ça dont il s'agit là, ce soir. Hein. Là, il s'agit de ce qu'on appelle l'anorexie mentale. L'anorexie mentale, c'est pas qu'on n'a pas faim, c'est qu'on s'interdit de manger. C'est pas la même chose. Alors, ça peut paraître fou pour le commun des mortels, pourtant la logique est bien là. On s'interdit de manger. On a très faim, des fois. On fait même à manger pour les autres. La nourriture, elle est là, mais on n'a pas le droit d'y toucher. Parce qu'il y a un interdit intérieur, il y a une programmation mentale qui vient nous interdire de nous alimenter. Alors, je vais aller plus loin que ça. Je vais rentrer directement dans le propos de mon ouvrage. Est-ce que c'est uniquement un refus de la nourriture ou est-ce que c'est pas carrément un refus du corps? Quand on est anorexique, ou quand on est boulimique, c'est-à-dire quand on a des troubles du comportement alimentaire, notre corps, on ne l'aime pas. Si on pouvait ne pas en avoir, ce serait génial. Il y en a qui se font du mal, il y en a qui font comme s'ils n'avaient pas de corps. La perception du corps est complètement erronée, hein, ça fait partie du diagnostic, puisque vous avez des personnes qui sont épaisses comme ça, qui se voient comme ça. Donc il y avait un livre qui s'appelait, je ne sais plus qui a écrit ce livre-là, le miroir intérieur brisé. Ça veut bien dire ce que ça veut dire là. C'est une pathologie de la perception du soi. Alors, qu'est-ce qui peut nous pousser à refuser un corps? Parce qu'en fait, quand vous ne mangez pas, c'est pas que vous arrêtez de grossir, c'est que vous arrêtez de grandir aussi. Donc il y a un refus d'aller vers cette vie adulte, de grandir, d'investir la vie, au lieu de rester un petit enfant. Mais dans certains cas, les anorexies restrictives,
dépressif grave, on régresse. Dans l'idéal, dans l'absolu de l'inconscient, c'est de ne plus avoir de corps, d'être un pur esprit, comme si on était un mélange dématérialisé. Et ce corps, j'ai interrogé un certain nombre de patients ou de personnes que j'ai eues en face de moi dans des cadres plus informels. Ce corps est souvent perçu comme souillé ou chargé de lourdeurs dont on aimerait bien se débarrasser, mais qui ne sont pas conscientes. Et en fait, on s'est rendu compte que la frontière entre le corps et l'esprit, et je dirais même entre l'esprit et la matière, est très poreuse. Il y a eu ces dernières décennies, ces dernières années, des recherches qui ont été faites et qui montrent, en physique quantique notamment, que, arrivé à un certain niveau, les énergies qui correspondent à nos pensées et la matière qui fabrique notre corps, c'est quasiment la même chose. Alors ça peut surprendre, parce que là, si j'appuie sur la table, là, ma main ne va pas passer à travers. Hein. C'est bien de la matière. Pourtant, si on regarde avec des outils très 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 sophistiqués, ce qu'il y a au-delà, en deçà d'un atome, c'est-à-dire la base de la matière, on se rend compte qu'on est fait essentiellement de vide. Et ce vide est animé par de l'énergie. Et nos pensées, c'est des énergies. Là, mine de rien, en une phrase, la science la plus dure et la spiritualité la plus subtile viennent de se dire bonjour. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours refusé de choisir entre science et spiritualité, puisque ceux qui me connaissent savent que je suis un passionné des deux. Pour moi, c'est comme le côté pile et face de la même pièce. Alors, pourquoi se débarrasser d'un corps? Parce qu'il est imprégné de souffrance, de quelque chose de négatif, de quelque chose qui nous étouffe, de quelque chose qui nous empêche de vivre. Alors, d'où ça peut venir? Alors, si on prend un petit peu la genèse de l'être humain, alors je ne veux pas culpabiliser les femmes ou les mamans, mais on est tous dans le ventre de notre maman, hein, normalement. Le petit être qui se trouve normalement pendant 9 mois dans le ventre à maman, il y a une relation fusionnelle totale avec la mère. C'est-à-dire que le petit bébé perçoit absolument tout. Toutes les émotions, il n'y a pas de séparation. Hein. Il perçoit tout de ce qui se passe, non seulement avec sa maman, mais également à l'extérieur. Il peut percevoir l'environnement, etc. Et il peut être pollué. On a retrouvé des gens qui avaient des mémoires intra-utérines. Alors, il y a eu un choc psychologique de la maman, par exemple, où il s'est passé quelque chose de grave autour, et ça, c'est inscrit dans la chair. Et des années plus tard, ça peut revenir à la surface et créer des troubles somatiques ou psychologiques. Alors, ça peut paraître curieux, parce que quand on a 20 ans, 30 ans, ce qui se passe in utero, sur le fichu, mais notre esprit, lui, ce qui s'est passé dès les premiers instants de la vie, ou ce qui s'est passé là, il y a 5 minutes, si ça concerne la même chose, c'est rangé dans le même tiroir, le temps n'efface rien. Et comme corps et esprit ne sont pas bien séparés, si l'inconscient n'arrive pas à exprimer par des mots MOTS, ces mots M-A-U-X, s'il ne peut pas les faire disparaître, mais il va faire disparaître le corps. C'est une hypothèse, hein, je ne dis pas que j'ai raison, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à exprimer ce genre d'hypothèse. J'ai écrit un essai scientifique là-dessus, il y a des confrères, des consoeurs qui, avec d'autres mots qui disent un petit peu la même chose. Mais on peut se trouver physiquement malade ou mentalement malade à cause de souffrances héritées, non seulement des géniteurs, mais même, pourquoi pas, de la famille. On peut se trouver physiquement, je répète ma phrase, c'est important, on peut se trouver physiquement malade, par exemple, d'une souffrance psychologique de nos parents, de nos grands-parents. Voilà. Il y en a peut-être qui connaissent par niveau. Il y a une science qui étudie ça, qui s'appelle la psychogénéalogie. Voilà, sans rentrer dans le détail, voilà, moi j'en fais pas toute une histoire, c'est juste un outil parmi d'autres, il a le mérite d'exister, il peut aider certaines personnes à se débarrasser de souffrances. Et pour ceux qui se diraient, bon ça, c'est pas scientifique, ben, détrompez-vous, puisque récemment, ces dernières années,
Il y a une nouvelle science qui est en train de naître qui s'appelle l'épigénétique. Et on s'est rendu compte que dans nos gènes, on n'avait pas uniquement le patrimoine de base, mais on avait également les adaptations à l'environnement de nos géniteurs. Et ça, ce sont des transmissions qui sont réversibles. Réversibles. C'est-à-dire qu'elles sont modifiables et reprogrammables par notamment une psychothérapie. Donc vous voyez, ça marche dans les deux sens. Tant mieux. Alors, l'anorexie mentale arrive la plupart du temps à l'adolescence, ou à partie jeune adulte, on va dire. À 80%, on est sur la tranche 15-25 ans. Alors pourquoi? L'adolescence, c'est la période où justement on se défait des schémas hérités par l'éducation, etc. C'est l'occasion de se délester de certaines choses qui ne nous appartiennent pas, même si l'adolescent n'est pas nécessairement capable de l'exprimer avec ces mots-là. Il a envie, c'est bien normal, de prendre son propre chemin. Sauf qu'à ce moment-là, il y a peut-être aussi la ficelle qui est attachée à un certain nombre de casseroles et de boulets qui doivent être coupées. Et s'il n'y a pas un petit coup de pouce, des fois thérapeutique, ça peut très mal se passer. Il y a une ambivalence, hein, c'est-à-dire je veux me débarrasser de tout ça, mais en même temps je veux rester fidèle à mes parents, à ma lignée, à ce que je suis. Et affectivement, il y a un lien très fort avec les parents, très souvent le cordon n'est pas coupé. Donc je veux partir, mais je veux rester. Voilà. Conflit permanent qu'on retrouve dans l'esprit de la plupart des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. J'en arrive au problème qui touche vraiment notre société. L'agitation mentale. Ouais, il n'y a pas besoin de souffrir de TCA pour être agité mental. Il suffit d'être européen, tout simplement, occidental. Les orientaux sont quand même beaucoup plus posés que nous, je ne sais pas ce que vous en dites. J'ai étudié un petit peu la chose. On a tendance quand même à être réfugié dans notre mental, dans notre bas mental, dans notre intellect. Et à vivre entre hier et demain. Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça. Et ah, comment je vais faire demain, etc. Voilà. Les regrets, l'angoisse. Mais aujourd'hui, là, tout de suite, l'instant présent, comme moi, je suis en train de vous parler, vous écoutez, etc. Il est en train de se passer des choses là maintenant. Si on n'est pas dans ce qu'on vit, on passe à côté de notre vie. Et ça, c'est un petit peu la maladie occidentale qu'on retrouve d'une manière caricaturale dans les TCA. Je ne pense pas qu'il y ait dans la salle une seule personne souffrant ou ayant souffert de TCA qui me dise le contraire. En tout cas, j'en ai pas rencontré. Ils me disent, ben voilà, mon quotidien se passe très bien, je suis calme, posé, les yeux en face des trous, tout va bien. Non. Voilà, on est rongé par le passé, par l'avenir. On est partout, sauf là où il faudrait être. Dans notre corps, ici et maintenant, avec les autres, avec la vie, tout simplement. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, la solution au problème, elle se cache dans le seul endroit où on ne veut pas aller, c'est-à-dire dans le présent. Vous avez un auteur un certain nombre d'auteurs qui écrivent ça, mais s'il n'y en a qu'un à lire, notez-le sur vos petits papiers, si vous en avez, en rouge XXL clignotant, c'est important. C'est un monsieur qui s'appelle Eckhart Tolle, c'est un Américain d'origine allemande, qui a écrit Le pouvoir du moment présent. Il a tout compris, le mec. C'est quelqu'un qui était arrivé tellement dans la souffrance qu'il n'avait même plus l'énergie pour envisager d'en finir avec la vie. Il était en train de devenir un zombie. Sauf qu'un matin, il s'est réveillé tout bizarre. Il a connu l'illumination, tout simplement. Il n'est pas parti au boulot. Et il est parti errer dans les rues, comme ça. Et puis le deuxième jour, pareil. Et le troisième jour aussi. Eckhart Tolle. T-O-2-L-E. Le pouvoir du moment présent, vous cherchez ça sur Google, il va vous le trouver. C'est marrant, je crois que je le cite, hein. Oui, il est cité dans le livre Sabrina, dans le mien également. Je pense que quand on s'intéresse à ces problématiques-là, on ne peut pas passer à côté. Donc ce monsieur-là a vécu comme un ermite et a redécouvert le monde complètement autrement, pendant 1 an. La deuxième année, je crois qu'il a continué, mais de manière plus consciente, parce qu'il a commencé à écrire, etc. Et aujourd'hui, il a sorti
enfin aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années, il a sorti un bouquin qui est un best-seller aujourd'hui, qui a été traduit dans plein de langues, Le pouvoir du moment présent, plusieurs millions d'exemplaires. Voilà, je ne sais pas si Sabrina et moi, on réussira à en vendre autant, on va essayer d'en vendre au moins quelques-uns. On commence déjà par une cinquantaine, là c'est bien. Voilà, on va essayer on va faire ça. Alors pourquoi je vous parle de l'instant présent? Parce qu'on ne peut pas sortir, c'est très difficile de sortir d'états psychiques agités si on n'est pas en face de nous-mêmes. Vous voyez, faire un travail analytique, là je vais parler un petit peu de mon boulot, faire un travail analytique c'est bien, mais ça veut dire quoi faire un travail analytique? Ça veut dire qu'il faut être capable d'observer ce qui sort de nous, ce qui émane de nous, pour y trouver un sens. Oui, il faut juste être là. Parce que si on n'est pas là, ça ne sert à rien. Donc moi, mes patients, généralement, les premières séances, je leur apprends à se poser, je leur donne des exercices à faire chez eux, etc. Si c'est pas suffisant ou si c'est pas la bonne approche, j'envoie vers un confrère qui fait une autre approche, différents types de méditation ou d'autres thérapies psychocorporelles. Mais il faut que la personne finisse par être là, pour dire « Ah oui, ça c'est moi, je suis comme ça ». On ne peut pas sauter un obstacle si on n'est pas en face. On ne peut pas dépasser quelque chose si on n'a pas... On ne peut pas dépasser un état qu'on n'a pas accepté, qu'on n'a pas reconnu. Et ça passe par cet état présent. On a tous du boulot à faire là-dessus, je crois, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des TCA pour être embêté avec ça. Alors là, subitement, il y a 99,9% des gens dans la salle qui sont concernés. Ok. Voilà. Toi, attention, tu vas sentir, si tu m'en comptes. Alors, je parle un petit peu de cette question de société aussi. On peut accuser les parents, on peut accuser la société, etc. Pendant longtemps, on a fait ça. Alors aujourd'hui, il y a un autre courant qui dit qu'il ne faut surtout parler de rien, parce que sinon, ça fait des coupables. Bah oui, il y a un moment donné, il faut quand même se dire. On n'est pas créé ex nihilo, on ne vit pas sur une île déserte, donc on a un papa, une maman, une famille, on va à l'école, on va peut-être au travail, on a des relations. L'être humain est un être socio-relationnel, dont le sens de l'existence n'a précisément aucun sens s'il n'a pas d'histoire, s'il ne peut pas se recycler dans cette histoire et dans cet environnement. Donc, la société, c'est quoi? C'est la projection de l'ensemble de nos personnes et de nos relations. C'est chacun de nous. S'il y a un océan qui existe ici, qu'on appelle l'humanité, chacun d'entre nous, là, on est des petites gouttes d'eau. Alors on se dit, oh, je ne peux rien faire. Je suis une goutte d'eau, ça va être une goutte d'eau de l'océan. Bah oui, si tout le monde se dit ça, on va avancer vite. On pourrait se dire au contraire, je suis une goutte d'eau, mais je fais partie de l'océan, donc je suis l'océan. Ah, ok. Là, ça fait déjà tout de suite plus valorisant. Comment on peut faire pour changer alors ces choses-là? Pourquoi je vous parle de la société? Il y a une chose qui est terrible, c'est que personne, ou très peu de gens en tout cas, sont vraiment contents de la société. La plupart des gens disent « Ah, la société, voilà, elle est pourrie, la société, ceci, la société, cela, il y a trop ceci, pas assez cela. » Et on attend des changements. On attend un changement du prochain gouvernement, on attend que le Christ revienne sur terre, on attend un certain nombre de choses, mais par contre, on attend que notre voisin arrête de nous embêter. Est-ce qu'on a commencé par l'essentiel, c'est-à-dire se changer soi-même? Si on a un morceau du monde, il faut peut-être commencer par là. Et on a tendance à faire peser, donc j'en viens au propos essentiel, à faire peser beaucoup d'attentes, sans s'en rendre compte, sur nos enfants. Voilà, on a envie que nos enfants soient différents pour changer ce monde, parce que nous, on n'a pas forcément réussi. Mais la question, elle est là, est-ce qu'on s'en donne vraiment les moyens? Est-ce qu'on a une position en tant que parent qui permet au petit être qui vient sur Terre et qui va grandir de se développer pleinement? L'école, qu'est-ce qu'elle offre comme possibilité? La société, qu'est-ce qu'elle offre comme modèle pour stimuler ce qu'on est? Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que les personnes qui souffrent de TCA ont en commun d'être très sensibles, toutes. Soit cette sensibilité est montrée, soit elle est cachée, mais il y a une hypersensibilité.
société à l'intérieur, et il y a un très gros potentiel avec une envie de faire des choses très souvent grandioses, et on ne sait pas comment s'y prendre. Et on se trouve enfermé dans des tiroirs, voilà, que ce soit à la maison, à l'école, plus tard dans notre entreprise. Voilà, il faut faire comme ça ou pas autrement. Voilà. Sinon, tu es viré, tu ne gagneras pas d'argent. Les gens qui nous disent ça, c'est les mêmes qui attendent de nous que la société change. Et il y a une erreur dans l'énoncé, les amis, hein, où j'ai pas suivi un truc. Si on veut vraiment changer la société, je pense que ça, les gens qui aiment bien noter des auteurs, vous pouvez noter en dessous Eckhart Tolle, notez Krishnamurti. Krishnamurti. Si vous vous trompez d'orthographe, Google corrigera, ne vous inquiétez pas. C'est un philosophe indien qui, voilà, qui parlait anglais, français, etc., qui a fait toute une tournée du monde des années 50 aux années 80, donc, dans le XXe siècle, et qui parle énormément d'éducation, mais d'éducation pas uniquement l'école, l'éducation au sens le plus large qui soit, c'est-à-dire concrètement, est-ce qu'on permet d'éveiller nos enfants? Est-ce qu'on leur permet de s'épanouir? Est-ce qu'on leur permet ces rêves très, très forts qu'ils ont en eux? Est-ce qu'on leur offre la possibilité de les exprimer? Est-ce qu'on peut souffrir de ne pas savoir qui on est, de se trouver complètement à côté de la plaque? En tout cas, on a l'impression que c'est le monde qui nous renvoie ça. Est-ce qu'on peut souffrir de ne pas être à sa place dans la société? On a l'impression qu'on vient sur Terre pour faire quelque chose et qu'on se retrouve à faire tout autre chose. Ah oui, on peut en souffrir, oui. On peut même en mourir. On peut même se dire, mais finalement, voilà, soit le monde est vraiment pourri, soit c'est moi qui suis vraiment nul, je me suis trompé de planète, je me suis trompé de période, je me suis trompé de corps, je sais pas, mais voilà, je fais demi-tour. Je reviens au départ. On ne peut pas retourner dans le ventre à maman. Ça, notre inconscient, il ne le sait pas, par contre. Hein. Un inconscient, c'est un petit peu idiot, ça fonctionne comme un interrupteur. C'est noir ou blanc, ça marche ou ça ne marche pas. Et cette régression, en faisant fondre le corps, en refusant de grandir, nous conduit un petit peu vers ce retour une tentative de renaissance. Oui, mais c'est super dangereux, ça. C'est un jeu qui est super dangereux. Jouer à quitte ou double comme ça, surtout quand on ne sait pas qu'on y joue. Ça, c'est le problème de l'anorexie. Alors oui, je terminerai. Voilà, cette hypersensibilité, il y a des études qui ont été faites récemment, j'ai même publié un billet sur mon blog récemment. Ça peut en surprendre certains, d'autres peut-être pas, je ne sais pas. Il y a un rapprochement au niveau clinique qui est fait entre certaines formes d'anorexie et certaines formes d'autisme. Oh, ben comment se fait-il? Eh bien, en fait, on se trouve face à des comportements stéréotypés, répétitifs, un isolement socio-relationnel, une rigidité mentale particulière et une hypersensibilité. Et ça, c'est présent dans le tableau des deux côtés. Alors, qu'est-ce qui peut pousser? Parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des autistes, en fait, sont extrêmement intelligents. Et on s'est rendu compte qu'ils perçoivent, avec leurs 5 sens, en même temps, énormément de choses. Imaginez que vous ressentiez tout, que vous entendiez tout, que vous voyez tout, tous les messages infraverbaux en permanence. Et qu'est-ce qui se passe? Votre tête, elle explose au bout d'un certain temps, et vous vous cachez, vous mettez dans un coin, vous bouchez les oreilles, fermez les yeux. Voilà. Eh bien, dans certaines formes d'anorexie, on a un petit peu la même chose. Alors, on se demande s'il n'y a pas certaines formes d'anorexie qui seraient plutôt des autismes. On s'est rendu compte que la plupart des autistes étaient des garçons et la plupart des anorexiques des filles. Est-ce qu'il n'existerait pas certaines autistes féminines, femmes, qui auraient en plus un trouble alimentaire, qui serait qu'un symptôme supplémentaire? Point d'interrogation. Je terminerai par la nécessité donc d'avoir une approche le plus globale possible de l'être humain. C'est un petit peu ce que je reproche à notre système de santé occidental aujourd'hui. On a une médecine de tiroir. C'est vrai que depuis le 19e siècle, on s'est mis à comprendre des choses extraordinaires, à tout expliquer. C'est bien.
On est sorti un petit peu des croyances du passé, mais très rapidement on s'est enfermé dans ce que j'appelle la médecine de tiroir. Voilà, c'est limite aujourd'hui, s'il n'est pas un spécialiste du pied droit et un spécialiste du pied gauche. Tout est séparé. Et on y perd en vision globale de la personne. Une personne, c'est quoi? C'est pas un corps. C'est pas juste des pensées ou un esprit. C'est un petit peu de tout ça et beaucoup plus encore. Il y a, si vous voulez, 5 niveaux de réalité dans l'être humain. Une réalité corporelle, une réalité énergétique, mentale, émotionnelle et spirituelle. C'est ce qu'on appelle de la santé holistique, qui vient de holos, le tout. Et l'anorexie mentale, on est à 200% dans les maladies holistiques. Et si on fait de la médecine de tiroir avec des anorexiques, on ne s'en sort pas, on est dans l'échec. Il y a différentes façons d'être anorexique, évidemment. Il y a certaines personnes qui... Voilà, c'est un petit peu ce dont je parle dans mon bouquin, qui ont une spiritualité exacerbée. Bon, c'est un petit peu le cas de mon amie Sabrina, qui en parle en long, en large et à travers dans son bouquin, que j'exige de vous tous que vous le lisiez, évidemment. C'est un très très beau témoignage de reconstruction. Et elle exprime cette grande difficulté à mettre en œuvre concrètement. Voilà, j'ai cette sensibilité, mais concrètement, comment je la mets en œuvre, comment je le fais dans la société. Voilà, au travail, en famille, avec mes amis, concrètement. Ces choses supérieures qu'il y a en haut, que je perçois. Je n'y ai pas rêvé, je sais que c'est là, que ça existe. Je ressens que c'est en moi qu'il faut que je l'exprime pour aider les autres, pour aider les autres à avancer, pour avancer moi-même, mais je ne sais pas comment le faire. Si on n'a pas au moins une certaine frange parmi les thérapeutes qui s'ouvrent à ça, on va dans l'impasse. Alors heureusement, ça s'ouvre, mais ça ne s'ouvre pas encore assez vite. Donc, avis aux amateurs. Donc, pour conclure, j'ai moi-même ouvert une association, comme celle de Sabrina ici, une association d'aide et de soutien aux anorexiques boulimiques et à leurs familles sur Orléans. On fait des groupes de parole, des réunions d'information, etc. On intervient dans les lycées pour faire connaître ces troubles. Parce que anorexie, boulimie, il y a 10 ans de ça, personne ne connaissait le truc. Aujourd'hui, tout le monde connaît, mais il n'y a pas grand monde qui est capable de le reconnaître et de savoir ce qu'il faut faire. Une maladie de civilisation, parce que c'en est une fois qu'on l'a comprise, ou mieux comprise, c'est la civilisation qu'on fait avancer. Je vous remercie. Merci Dimitri.